Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire présenté par Cintu et Biometrics. Je m'appelle Simon Shaw, je suis directeur commercial chez Cintu et je voulais vous présenter ce webinaire avec la participation de mon collègue Joe Carlos Pereira Fiallo, Strategic Account Manager pour l'Europe du Sud, et Vincent Romero, qui est directeur commercial chez Biometrics. Donc, juste quelques règles avant qu'on commence. Si vous avez des questions, mettez ça dans l'onglet questions qui est en bas de l'écran et on va essayer de répondre à la fin des deux présentations. Sinon, on va passer directement à l'introduction. Donc, pour ce webinaire, on va présenter une solution Century Biometrics. Grâce à sa polyvalence extrême, le scanner mobile MS96 de Biometrics permet d'obtenir des captures 3D, nuages de points et images panoramiques d'une très grande précision pour les scénarios pédestres et véhicules intérieurs et extérieurs. Ces données de confiance sont disponibles via le cloud dans la plateforme Cintu pour la visualisation, la collaboration, le partage et la distribution. L'utilisation combinée de ces deux solutions françaises offre des perspectives nouvelles pour le contrôle qualité dans le BIM et la construction, la modélisation à partir de l'existant, scan to BIM, ou la gestion d'actifs et la maintenance préventive via des jumeaux numériques des sites industriels dans divers secteurs comme l'automobile, l'énergie, le manufacturing. Alors, je vais passer la main excusez-moi, à Vincent. Allez-y, Vincent. Oui, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. Merci à Cintu et merci à Simon pour l'introduction. Un plaisir d'être ici. Alors, euh, je partage mon écran peut-être pour pouvoir présenter. Hop. Allez, c'est parti. Hop. On partage. Tchoup. Hop. Ok, allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Un mot sur Viametris pour ceux qui ne connaissent pas la société. Alors, on est une société française, comme nos amis Cintu. On est basé à Laval, entre la Bretagne et Paris. Et pour la petite anecdote, société française spécialisée dans les technologies de scan mobile avec le premier système de scan mobile d'intérieur qui a été conçu, le premier système à travers le monde qui a été conçu pour être capable de scanner en intérieur sans réception GNSS. Et ça, c'était fin des années 2010, début 2011. Et donc, au travers des années, on a fait tout type de système de scan. Alors là, sur la photo, on en voit quelques-uns, des systèmes chariots, des systèmes à main, des appareils pour être mis sur véhicule, des petits, des gros, avec des profileurs haute densité, des capteurs plus petits, tout type d'appareils sac à dos, différentes variantes avec des caméras perspectives, caméras 360. À chaque fois, la volonté a toujours été de trouver les meilleures technologies disponibles et évidemment de s'appuyer sur ces bases existantes pour développer notre propre technologie et répondre à tous les scénarios de nos clients, que ce soit de l'intérieur, de l'extérieur, de la haute dynamique, de la faible vitesse, etc. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on s'est dit comment arriver à une sorte de produit ultime, un produit qui pourrait combiner justement tous les vecteurs, tous les cas d'usage en un seul. Et on est arrivé l'an dernier, il y a à peu près un an, au MS96, qui est cette petite tête modulaire qu'on voit ici. Donc là, sur la petite animation, on voit juste un petit morceau en fait de la solution complète, puisque ça, c'est une petite tête capteur qui va être utilisé avec des accessoires, une combinaison d'accessoires pour pouvoir justement utiliser cette modularité dans plein de scénarios. Alors, on va
s'attarder brièvement sur quelques spécifications techniques. Bon, je vais pas les lire, ce serait un peu ennuyeux, mais juste essayer de mettre en avant quelques points importants. Un premier point, c'est une centrale inertielle là, qu'on ne voit pas, qui est à l'intérieur en fait, de la tête du MS-96, qui est une centrale inertielle haut de gamme. L'idée de ça, c'est que lorsqu'on va mettre le système sur véhicule ou sur des choses en mouvement avec une bonne dynamique, eh bien, on sera capable d'utiliser cette centrale inertielle en combinaison avec une antenne GNSS pour des cas d'usage motorisés. Typiquement, par exemple, là où des algorithmes de SLAM ne seraient pas suffisants, comme des espaces un peu ruraux, des espaces vides, des applications un peu extrêmes, type bateau, train, etc. Une antenne GNSS qui elle-même est modulaire, puisqu'on peut choisir de l'utiliser ou pas lorsqu'on utilise le système, qui fonctionne sur une technologie PPK, donc c'est une technologie de GNSS différentielle qui s'effectue en post-traitement et qui permet donc, en combinant des observations GNSS brutes avec des corrections obtenues par un réseau de stations de base disponibles, d'obtenir des précisions de l'ordre du centimètre, soyons un petit peu non scientifiques ici, de l'ordre du 1 à 2 cm, évidemment, dans des bonnes conditions, ciel ouvert, pas d'obstruction, pas de masque. Et le fait d'être en PPK, pour ceux qui connaissent, ça permet notamment d'être indépendant de tout type de réseau, à l'inverse de solutions qu'on appelle RTK pour Real-Time, temps réel, qui, elles, vont vous demander sur le terrain d'être équipé d'une carte SIM, d'être connecté à des réseaux. Là, on est complètement indépendant et également pas besoin de payer des abonnements pour obtenir des corrections en temps réel. Si on passe sur les autres capteurs, alors la partie LiDAR, on est ici sur deux lidars, 1 à 16 faisceaux, 1 à 32 faisceaux, pour un total de presque 1 million de points par seconde, 960 000, qui est également un multiple du nom du produit MS96, et presque 1 million de points avec un bruit de mesure millimétrique. Ça permet de couvrir de multiples cas d'usage, quelle que soit la vitesse, et d'obtenir suffisamment d'informations pour à nouveau beaucoup de cas d'usage. Évidemment, ces lidars contribuent à la construction du nuage, mais également à tout ce qui est l'algorithme ISLAM, puisque l'algorithme ISLAM s'appuie sur des capteurs de vision pour reproduire le mouvement d'un système dans l'espace. Pareil, pour ceux qui connaissent, ça c'est en général chez des fabricants qui font des appareils portables, des appareils à main. On parlera de ça un petit peu après. Si on s'attarde brièvement sur la partie caméra, 96 mégapixels au total, 4 x 24. Également ici, on retrouve le MS96 de son nom. Chose importante, le fait d'être en global shutter. Alors, il existe différentes technologies d'optique, du global shutter, du rolling shutter. Pour faire très simple, le global shutter permet une prise d'image en mouvement, alors que des technologies de rolling shutter vont imposer de faire des arrêts. Ça, évidemment, c'est important lorsqu'on fait du scan mobile, du scan dynamique, puisque l'on veut permettre à la personne d'être le plus productif possible sur le terrain, de se déplacer sans limitation de vitesse et sans contrainte particulière. On capture 5 images par seconde en permanence. Les caméras shootent à 5 images par seconde en permanence. Ce qui permet, donc ça peut paraître un flux élevé, et effectivement ça l'est, hein, mais ça permet notamment d'avoir une colorisation du nuage vraiment exemplaire, d'éviter des phénomènes qu'on appelle des phénomènes d'occultation lorsqu'on a des objets cachés derrière d'autres au sein d'images. Et puis également, ça ouvre pour les gens qui ont des applications, on va dire, un peu plus experts, des cas d'usage type photogrammétrie. Alors, le système, qu'on voit ici, là, lorsqu'il est alimenté, il est alimenté par un petit boîtier énergie qu'on détaillera un peu après. Et lorsque ce boîtier énergie fonctionne en autonome, il permet d'avoir une autonomie de 2 heures. Ce sont des batteries changeables à chaud, donc évidemment, on peut scanner toute une journée si on a plusieurs jeux de batteries. Et chose intéressante, ce petit boîtier énergie qui alimente le MS96 lorsqu'on est en train de scanner, lorsqu'on est en configuration véhicule, on est capable de le brancher en direct via un adaptateur allume-cigare
sur une voiture ont une batterie externe, ce qui permet du coup d'avoir une autonomie illimitée en natif sans avoir à faire de changement de batterie. Le stockage du MS-96 est de 1 Tera de SSD. Alors, ça représente à peu près une vingtaine d'heures de capture. Donc, si on fait des journées de 8 heures, au bout de 2 jours et demi, 3 jours, il faudra commencer à vider de la donnée, mais ça représente quand même pas mal de volume. En 20 heures, on a de quoi pas mal scanner. Le poids, 5,2 kg sans l'antenne, 5,6 kg avec son antenne. Et lorsqu'on est dans une config complète, typiquement une config qu'on porte, donc soit, vous allez le voir après, en sac à dos, soit en appareil frontal, on est à moins de 10 kg. Donc quelque chose qui se manipule relativement facilement. Alors, l'appareil bénéficie aussi d'un accessoire. Alors, ça peut paraître un peu gadget, mais c'est bien pratique, mine de rien. L'accessoire, ce sont ces surfaces lumineuses qui diffusent de la lumière autour des objectifs des caméras. Euh, à nouveau, c'est bien pratique, même si ça peut paraître un peu gadget, parce que si on doit scanner, par exemple, des sites naturels lorsqu'il y a assez peu de lumière, ou ça peut être également sur des chantiers, des sites en construction qui n'ont pas encore l'électricité, eh bien, le fait d'avoir cet éclairage natif permet du coup de n'avoir rien à préparer, de ne pas avoir à ramener des projecteurs de lumière externe et de scanner directement. On parle ici d'un éclairage à 20 000 lumens. Pour avoir une idée une comparaison, des phares de voiture sont entre 3 et 5 000 lumens. Donc vous voyez la puissance qu'un phare de voiture peut avoir. C'est quelque chose qui est quand même très intense. Alors à la différence d'un phare de voiture qui est lui avec une lumière unidirectionnelle, on est ici sur une lumière diffusée sur une surface, ce qui permet du coup de ne pas être agressif à l'œil. Donc on a beaucoup de lumière sans pour autant embêter son environnement. Alors voilà à quoi ressemble la malle de transport du système. Ici, on voit que ça peut paraître un peu trivial de montrer quelque chose comme ça, mais lorsqu'on a besoin de beaucoup se déplacer, de faire des scans un petit peu partout à travers la France ou à travers le monde pour ceux qui ont des projets internationaux, eh bien, avoir un sac de transport qui est parfaitement aux dimensions cabine, c'est pratique, ça permet de le mettre en cabine avec nous dans un avion sans avoir à l'enregistrer. On voit que dans la malle, on a toutes les parties entre guillemets fragiles, donc la partie MS-96 avec les capteurs, l'antenne GNSS qu'on peut retirer, un petit accessoire de bureau pour poser le système dessus, et le boîtier énergie avec des batteries qui, pareil elles-mêmes, sont en dessous des limites autorisées, qui permettent donc de passer sans avoir à faire quoi que ce soit à la sécurité des aéroports. Les accessoires, ici, il n'y en a que deux sur les trois. Je vous montrerai à quoi ressemble le troisième. L'accessoire sac à dos qu'on voit sur la gauche, là, se tient dans une petite malle très légère qu'on tient à main. C'est un accessoire qui est réglable, évidemment, hein, au niveau des hanches et au niveau des épaules, pour s'adapter à tous les types d'anthropométrie. Et puis à droite, on voit le châssis véhicule. Alors ça, c'est une sorte de pelli case qui se roule. Pareil ici, l'idée étant d'avoir, lorsqu'on est en déplacement, le système MS-96 dans son sac à dos de transport sur les épaules, et puis ensuite un ou plusieurs accessoires sur chacune des mains. Une petite remarque sur le châssis véhicule ici, on voit à droite, là, sur l'image la plus à droite, qu'il a en fait deux bras qu'on voit là sur le dessus, qui correspondent du coup à eh bien, de même, une sorte de modularité, de flexibilité dans les possibilités d'utilisation du système, puisqu'on peut le mettre dans des configs 4 ventouses, donc sur à peu près n'importe quel euh, véhicule qui a une surface plane ou l'attacher sur une barre de toit, par exemple. Alors voilà les différentes configurations. La troisième configuration, là, c'est celle du milieu, qui est une configuration front pack, ventrale, Steadicam, on l'appelle comme on le souhaite, et qui reproduit, elle, une expérience d'appareil à main. Typiquement, sur la photo de gauche, là où on voit la configuration sac à dos, on va pouvoir scanner avec ça à pied, évidemment, motorisé, hein, que ce soit sur trottinette électrique, sur quad, sur moto, tout ce que l'on souhaite, en intérieur, en extérieur.
Il peut cependant y avoir une limite si, par exemple, on veut scanner un environnement intérieur qui est très très étroit, où on ne peut pas se permettre d'avoir un système au-dessus de la tête. Et c'est là que l'accessoire du milieu, l'accessoire portatif, fait du sens, puisqu'à ce moment-là, on va être capable, via une sorte de bras articulé là qu'on a devant nous, être capable de le tenir comme un accessoire à main et du coup ne pas être bloqué par quelque chose qui serait au-dessus de notre tête. À droite, le châssis véhicule dans une config sur une voiture ici. Mais en fait, ce châssis est adaptable sur d'autres types de vecteurs. Donc, on peut tout à fait imaginer le mettre sur un chariot, sur un train, sur un wagon, sur un bateau. Du moment qu'on a une surface plane, on va pouvoir le positionner dessus et ensuite utiliser le véhicule pour aller scanner ce que l'on doit scanner. Alors, si on fait une brève comparaison avec d'autres types de systèmes qui peuvent exister sur le marché, d'autres types de scans dynamiques, on retrouve une catégorie qui sont les appareils à main, qui sont très petits, très légers. Alors, évidemment, la contrainte ergonomique de ces petits appareils à main fait que, en général, la donnée est moins exhaustive. Ici, le MS96, avec deux capteurs à presque 1 million de points, va avoir beaucoup plus de données. Il va être également plus précis sur les capteurs en eux-mêmes. Il aura plus de résolution sur les caméras. Si on le compare par rapport à des drones, alors je parle ici des drones photogrammétriques, hein, typiquement, où on a des caméras pour reproduire ensuite une donnée 3D. Pareil ici, le fait d'être au plus proche des objets, on va avoir quelque chose qui va être plus précis. On va éviter d'avoir des obstructions, des masques comme les couvertures végétales, par exemple. Et puis, il n'y a pas de contraintes légales, ou en tout cas beaucoup moins. Évidemment, la RGPD, flouter les visages, etc. Mais on n'a pas de contraintes qui sont comme celles sur les drones, qui est des permis de vol pour pouvoir voler au-dessus de bâtiments, etc. Si on compare par rapport à des appareils, ce que j'appellerais portables, alors quand je dis appareil portable, c'est tout ce qui va être sac à dos ou des choses qui y ressemblent. Tous ces systèmes n'ont pas forcément la possibilité d'utiliser du GNSS. On peut des fois trouver des appareils qui sont purement basés sur du SLAM, ce qui du coup demande de faire beaucoup de levées si l'on veut faire de l'extérieur, beaucoup de levées de ce qu'on appelle des points de calage. Ici, lorsque l'on scanne avec le MS96, on a évidemment la possibilité d'utiliser du GNSS. On prend des images en mouvement, qui n'est pas le cas non plus de tous les appareils existants, et pas besoin de préparer le site dans le sens où si on a des points de calage à mettre, eh bien, on va être capable de gérer ça au post-traitement. Donc, ça veut dire qu'on est capable de mesurer des points de calage avant, pendant ou après la capture. Ça n'a pas d'importance. Pas besoin d'avoir préparé le site avant d'arriver. Les systèmes embarqués sur véhicules, si on compare un MS96 dans son implémentation par rapport à ces systèmes véhicules, la plupart, ce sont des systèmes qui sont relativement gros pour ceux qui ont déjà eu l'expérience, des choses qui sont assez lourdes, assez compliquées à implémenter, qui des fois nécessitent d'être deux personnes de par le poids des machines à manipuler et qui en général sont uniquement sur voiture. On n'est pas capable de mettre le châssis sur d'autres types de vecteurs tels que, à nouveau, des bateaux, trains, chariots, etc. De même, ce type d'appareil sur véhicule traditionnellement fonctionne sur ce qu'on appelle un couplage inertiel, donc une combinaison de centrale et de GNSS, et ne bénéficie pas d'algorithme SLAM pour pallier, compenser des situations où, par exemple, on perd le GNSS, comme les canyons urbains, les couverts, des arbres, de la végétation. Et puis les derniers appareils qui existent sur le marché, qui, bon, peut-être de nos jours sont devenus un petit peu obsolètes de par l'avènement des autres types de systèmes de scan mobile, sont les chariots, qui, eux, ont pas mal de contraintes du fait d'être voilà, difficiles à manipuler sur du multiniveau, qui sont assez compliqués sur des sols qui sont pas parfaitement plans comme l'extérieur. Donc, voilà, ça donne ici une vue assez large de comment en fait un MS96 avec une modularité extrême permet d'être en concurrence avec tous ces systèmes-là à la fois et en un seul système de couvrir eh bien, tous ces cas d'usage.
Alors, je montre ici une capture pédestre avec des petites vignettes pour essayer d'exprimer la simplicité avec laquelle on peut capturer. Euh, Première chose à mettre en place, c'est son accessoire. Ici, c'est le sac à dos qui est choisi, mais ça pourrait être l'un des autres accessoires. On vient ensuite avec des petites pins de sécurité clipser en fait le boîtier énergie sur son accessoire. On connecte l'accessoire avec le boîtier énergie et ensuite, lorsque la personne va s'équiper, euh, elle posera le système sur l'accessoire et lorsque on viendra faire le verrouillage mécanique du système sur l'accessoire, on viendra également faire le verrouillage électrique de l'accessoire. Donc lorsqu'on allumera, pardon, du système. Donc lorsqu'on allumera ensuite le tout, eh bien le système sera alimenté. On peut choisir évidemment d'utiliser ou pas l'antenne GNSS, là comme on le voit sur la vignette 5, donc ça dépend du contexte. Et une fois que le système est allumé, que tous les capteurs sont en route, en fait, on se connecte via une application web. Donc ça, c'est le second usage du boîtier énergie. Il produit un petit réseau local, un petit Wi-Fi auquel on se connecte pour ensuite interagir via une application web et démarrer le scan, arrêter le scan, changer des paramètres, dire qu'on est avec le GNSS, en GNSS, en mode véhicule, en mode pédestre. Et puis une fois qu'on a choisi ce niveau de paramétrage, eh bien, on démarre le scan. Et là, c'est le moment où on se déplace, où on scanne ce qu'on a envie de scanner sans limite particulière. Et quand on a fini, même chose, on interagit avec le système via l'application web. On arrête le scan, on éteint le système et notre donnée a été capturée. Cette donnée capturée est sous forme brute, pourrait-on dire, et elle va du coup passer dans une chaîne de traitement, une chaîne de calcul qui va permettre, via ici, là, les étapes principales ont été listées, d'aboutir à un résultat exploitable, un beau nuage de points, géoréférencé si applicable, colorisé, des belles images panoramiques ou des images indépendantes, hein, si on n'a pas envie de faire une image panoramique. Et tous ces exports-là, format universel, vont ensuite être intégrés dans des logiciels tierces. Une petite remarque sur le traitement des données, on l'effectue ici en local sur une station de travail Windows, ce qui veut également dire que on n'est pas limité sur le volume de données qu'on peut traiter, hein. On peut traiter autant de données que l'on souhaite. Et évidemment, là, ces étapes de calcul, trajectoire, correction de dérive, géoréférencement, etc., peuvent être fortement automatisées hein, via ce qu'on appelle des batchs. C'est des listes en fait d'étapes de calcul prédéfinies qu'on va donner au logiciel et qui ensuite va les faire tourner sur les différentes jeux de données brutes pour aboutir aux différents résultats. Donc ce résultat, on va les pousser ensuite dans des logiciels tierces et on va ici parler de Cintu. Encore deux petits slides pour moi et puis je laisse la main à Joao. Pour conclure, voilà ce que un MS-96 peut faire, quelque chose qui est aussi petit entre guillemets et étroit qu'un environnement comme ça, de type maison, petit bureau, voilà, donc quelque chose qui, pour les connaisseurs, se prête très bien à des algorithmes islam pour des cas comme ça indoor. Et puis également, on peut faire des choses beaucoup plus massives si on a envie en utilisant une combinaison de motorisés, de véhicules, de pédestres en extérieur. Donc on peut faire du très petit, on peut faire du très grand, on peut faire de l'intérieur, de l'extérieur, du rapide, du très lent, de la haute dynamique, de la faible vitesse. Tous les scénarios peuvent être imaginés. Voilà pour la partie viamétrice. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez également une présentation un peu plus approfondie ou une démo, n'hésitez pas à nous contacter via le site qui est mis ici ou en direct, moi-même en direct, via l'adresse qui était évoquée. On se fera un plaisir de vous répondre. Joao, je te laisse la main. Merci, Merci Vincent. Vincent. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente João Carlos Pereira Fiello. Je vais vous présenter Cintu et vous faire une démo. Euh,
Donc, la vision de Cinto, donc avant d'entrer vraiment dans la discussion, on va dire Cinto, donc c'est une startup française qui est basée à Sophia Antipolis. Donc, tout le développement se fait donc dans le sud-est de la France. Une soixantaine de personnes aujourd'hui, avec une filiale aux États-Unis principalement à but commercial. Donc, la vision de Cinto, c'est comment agréger et utiliser principalement au départ les données de la capture de la réalité, donc les scans, mais aussi les maquettes BIM, du 3D et des plans 2D. Très bientôt, les couches SIG et tout ce qui est documentation hétérogène ou des données business ou des données du capteur en temps réel. Et en fait, d'être la source référentielle de la visualisation de ces données. Mais en étant cette source référentielle, l'objectif, c'est de pouvoir contribuer à vos cas d'usage et vos workflows, tels que, comme on voit les différentes vignettes ici, là, tout ce qui est comparaison, tel que construit, du suivi d'avancement, de l'ingénierie, que ce soit en neuf ou en réhabilitation, du scan to BIM, la gestion des actifs. On peut aussi utiliser Cinto pour des simulations et 3D vers le métavers, et puis tout ce qui est exploitation et maintenance sur site. Aujourd'hui, on parle de jumeaux numériques, et les jumeaux numériques, finalement, c'est une représentation numérique réaliste des biens, des systèmes dans les environnements bâtis ou naturels. On oublie souvent cette brique dans le jumeau numérique de la visualisation et l'environnement, finalement. Et Cinto vient répondre à cette brique d'environnement réel euh, dans deux secteurs principaux. Aujourd'hui, l'industrie 4.0. Vous voyez certains des secteurs qui sont affichés, et puis aussi le monde de la construction et du BIM, donc architecture, construction. Tout ça toujours pareil pour un certain nombre de cas d'usage, comme du prototypage, la simulation, du pilotage, la conduite à distance, etc. Pourquoi Cinto est arrivé aussi sur le marché? Finalement, le défi industriel, c'est que finalement, entre le virtuel et la réalité, il y a bien un écart entre tout ce qui est maquette aujourd'hui, voire plan 2D, et ce qu'on rencontre physiquement sur le terrain. Il y a des écarts qui sont dus à des modifications, à de la maintenance. Et c'est là où les données de scan sont importantes, puisqu'elles vont vous permettre d'avoir une image du monde réel ou de l'usine telle qu'elle est. Comment ces données de scan sont capturées? Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de types de technologies qui sont présentes, que ce soit de la caméra 360 ou par exemple du Matterport, qui combine aujourd'hui de la photo panoramique et du scan, du smartphone. Donc les drones qui sont le vecteur, hein, soit de la photogrammétrie, soit du lidar, des véhicules comme l'a expliqué Vincent tout à l'heure, mais aussi du scan laser 3D, donc soit à main, soit du terrestre, du laser terrestre sur trépied, pardon, mais aussi du mobile. Et aujourd'hui, tous ces équipements sont produits par différents constructeurs, en particulier Viametris, et vous proposent d'afficher ces données soit en local, soit sur le web, mais sur des plateformes soit propres, fermées. Et donc aujourd'hui, Cinto, nous, on est agnostique, donc on est capable d'importer les données, quel que soit finalement le fabricant ou le capteur, et de mettre ça à disposition sur une plateforme. Cette plateforme, elle est basée sur le web, sur le cloud. Donc, elle est accessible facilement. Et la technologie de Cinto, ce qui distingue Cinto, c'est qu'on va automatiquement, au moment de l'import, transformer le nuage de points 3D en un maillage 3D qui sera accessible depuis un navigateur web. Et on va pouvoir faire l'opération inverse, donc réécrire le maillage en nuage de points à la résolution initiale du nuage de points. Donc sans perte, sans décimation et sans perte. Et comme c'est un maillage 3D, en fait, c'est 10 à 20 fois plus petit que le nuage de points. Ça permet d'être diffusé sur Internet facilement et donc d'ouvrir la possibilité de partager ces données-là. Donc sur la plateforme Cinto,
L'idée étant d'ouvrir les données de scan qui jusqu'alors étaient généralement réservées à un petit nombre de personnes parce qu'il fallait effectivement avoir des logiciels, des ordinateurs performants. Là, vous allez pouvoir partager les scans avec tous les acteurs de votre projet à tout moment et vous pouvez vous connecter de n'importe où. Aujourd'hui, on utilise les data centers Amazon Web Services ou Microsoft Azure. Et comme on est sur le cloud, la sécurité est importante. Syntu est pour nous-mêmes, nous sommes audités tous les ans et on a des certifications. On ne s'appuie pas sur les certifications d'Amazon ou d'Azure. On a nos propres certifications. Donc, que ce soit la certification SOC 2 type 2, qui est le niveau le plus haut pour tout ce qui est cloud aux États-Unis, et aujourd'hui l'ISO 27001 aussi. L'écosystème de Syntu, donc ça démarre forcément par une capture sur site, sur chantier, donc de différentes manières, et en particulier avec le Viametris. Une fois, comme l'a présenté Vincent, une fois que vous avez vos résultats, les formats qu'on va accepter, donc E57, Recap, Faro, et au travers de Syntu Connect, qui est le seul plugin qui doit être installé pour les gens qui veulent charger les données nuages de points ou télécharger les nuages de points. Les autres n'ont pas besoin de l'installer. Donc là, ça va pouvoir être le géomètre qui va vous charger directement les données sur votre projet sur Syntu. À partir du moment où elles sont sur Syntu, ben, vous allez pouvoir les visionner au travers du navigateur web et ajouter la couche de modèle 3D. Donc, que ce soit depuis vos disques locaux ou alors on a aussi une intégration avec Autodesk Construction Cloud. Donc, vous allez pouvoir apporter des maquettes dans différents formats. Et puis, on a aussi deux intégrations avec donc BIMTrack, dont le nouveau nom est New Format Connect, pardon, et Procore. Et derrière, vous allez pouvoir aussi récupérer des morceaux de nuages de points ou l'ensemble des nuages de points au travers de Syntu Connect dans différents formats, E57 ou Recap. Donc, faire des coupes et récupérer des morceaux et les utiliser au bureau dans des applications de modélisation 3D. Là, on a montré les produits Autodesk, mais c'est valable pour tous les produits qui peuvent lire les nuages de points en référence. Vous allez aussi pouvoir exporter des coupes au format en maillage 3D, donc en mesh, selon trois formats, OBJ, STL ou FBX. Et puis, vous allez pouvoir prendre des mesures, faire des annotations. Et ces mesures et ces annotations, vous allez pouvoir les exporter dans un rapport PDF, les annotations, les exporter en BCF Zip ou les renvoyer automatiquement vers BIMTrack, Procore ou Autodesk Construction Cloud. Et vous allez pouvoir partager des liens de visionneuses partagées. Aujourd'hui, Syntu, c'est près de 450 clients, qui soient industriels ou dans la construction. Vous avez là des différents clients du secteur pétrolier, gazier, pétrochimique, mais aussi manufacturier, automobile, distribution d'énergie. À ce jour, il y a plus de 4 300 000 scans qui ont été uploadés sur Syntu. Il y a plus de 25 000 maquettes et depuis le début, plus de 60 000 utilisateurs différents qui se sont connectés sur Syntu. Tout ça pour, comme je vous le disais, des cas d'usage. Et voilà les trois blocs principaux qu'on va détailler rapidement. Donc, le premier, c'est bien la plateforme et le cas d'usage de distribution, partager, collaborer, accéder, finalement, rendre ces données disponibles à tout un chacun pour leurs besoins. Le deuxième pavé concerne tout ce qui est contrôle de qualité et finalement plus dans un aspect de maquette TQC ou de vérification d'interférence. Donc là, vous allez pouvoir comparer des scans à des maquettes ou des scans avec une deuxième version de scan. Et le troisième bloc concerne plus l'exploitation-maintenance. Et on a une IA qui permet de détecter un certain nombre d'objets, mais vous pouvez aussi le faire depuis une maquette ou le faire manuellement. Et là, vous allez pouvoir relier ces objets vers des données de jumeaux numériques, que ce soit vers de la maintenance, vers la documentation. Donc ça, c'est les trois grands blocs. Et puis, un dernier cas d'usage
qui est intéressant, c'est la possibilité de streamer le maillage haute résolution de Cintu directement vers des outils comme Unreal Unity. Et là, afin de permettre de faire des simulations, des formations. Donc là, un petit exemple très rapidement, où en fait, on a les données qui sont sur Cintu, on a la connexion vers Unreal, et là, on va directement streamer les données, et là, dans Unreal, faire l'animation du camion qui vient livrer. Et donc, ce que vous voyez, l'ensemble du décor, il n'y a que le camion qui a été ajouté et qui est animé. L'ensemble du décor, en fait, est streamé directement depuis Cintu. Et je vais passer à la partie démo. Donc, hop, excusez-moi, je vais sortir du mode présentation. Donc là, on va être sur la plateforme Cintu. Donc, compte tenu du temps limité, je vous passe les sujets de connexion, mais vous pouvez, vous avez juste besoin d'une connexion Internet et d'un navigateur web, Firefox, Chrome ou Edge. Vous vous connectez à votre compte, vous avez accès à un projet, et quand vous rentrez dans le projet, là, on a un projet avec différentes données captées avec de Viametris. Donc, le premier qu'on va voir, c'est une capture extérieure en ville. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les positions de photos panoramiques qui ont été utilisées comme position de scan dans Cintu. Vous voyez la photo panoramique, mais en réalité, comme on vous le disait, ici, vous avez un maillage 3D qui a été réalisé. Et là, je suis en mode scan, donc je navigue de position en position. Vous avez ce maillage 3D aussi colorisé avec les données du nuage de points et de la photo panoramique. Donc, le premier mode de navigation, de scan en scan. Là, dans ce cas-là, je peux tourner, zoomer avec ma molette. Je vais repasser en mode photo panoramique, zoomer, mais je suis figé sur la position de scan. Ici, une capture qui a été faite avec le MS-96 qui était donc sur un véhicule. Et de la même manière, c'est la photo panoramique. On a le maillage 3D, on a le maillage 3D colorisé, et là, on voit le maillage depuis une seule position de scan. On a un deuxième mode de navigation qui est la navigation 3D. Donc là, vous êtes en navigation libre, et là, tous les scans, toutes les positions de scan vont contribuer au maillage. Et le troisième mode que je vais vous présenter juste après dans l'autre exemple. Ici, là, on est en intérieur dans un environnement industriel. Donc là, encore une fois, c'est la photo panoramique avec le maillage 3D, le maillage 3D colorisé. Et là, je vais vous montrer donc le troisième mode de navigation qui vient du monde du jeu vidéo. Finalement, c'est le téléport. Donc, même si on n'a pas des positions de scan à certains endroits, on va pouvoir aller sauter directement à une position. Et là, on va être comme dans le mode scan, finalement. On va être attaché à cette position et on va pouvoir zoomer. Là, ce que vous voyez, le turbo mesh, là, donc on est en train de rafraîchir les maillages qui proviennent de toutes les positions de scan. Comme on a un maillage 3D, forcément, on va pouvoir prendre des cotes. Donc là, on va pouvoir mesurer, par exemple, bloquer en axe Z là, depuis le sol. Et donc là, j'ai pas de doute là où je clique puisque c'est un maillage. Ce n'est plus un nuage de points, et je peux venir cliquer ici sous la poutre. Et donc là, j'ai des mesures que je peux enregistrer. Je peux aussi prendre, en dehors des X, Y, Z ou des mesures libres, je peux prendre du disto, c'est-à-dire perpendiculaire à la première, à la surface du premier point cliqué, ou aussi un diamètre ici de tuyauterie.
Si je me rapproche, voilà. Ici, je vais pouvoir reconnaître un diamètre de tuyauterie et enregistrer la mesure ultérieurement. Alors, ce qui se passe chez Cintu, c'est qu'on n'a pas accès à vos données par défaut. Vous restez les propriétaires de vos données. Ce qui fait que là, je n'ai pas de projet avec des maquettes, avec des données Viametris, même si on a des clients, donc par exemple en Angleterre, PQS Tech, qui utilisent de Viametris. Donc, je vais passer sur un autre projet pour vous montrer aussi les maquettes 3D. Donc là, en l'occurrence, c'était un projet d'un bâtiment. Donc, les données sont organisées par étage. Le scan a été fait en noir et blanc. Donc là, on va revoir qu'effectivement, on a quand même du maillage et que le maillage est à la résolution du scan, c'est-à-dire que plus on va zoomer et plus on va diffuser le maillage précis à à la résolution du scan. Mais là-dessus, on peut rajouter donc une maquette 3D, donc bien sûr, qui est dans le même système de coordonnées. Et là, je vais pouvoir cliquer, par exemple, sur un objet de la maquette 3D et je vais rentrer dans la hiérarchie de la maquette et pouvoir même interroger les propriétés de l'objet. Et donc, je vais pouvoir même décider d'afficher ou de ne garder qu'une partie de la maquette 3D. Donc, mettons que je garde les poutres et les poteaux. Et ici, je dise isoler, ça va me cacher tout le reste de la maquette. Et je vais garder les poutres et les poteaux. Donc, cette maquette, c'est une maquette finalement qui a été faite par rapport à un existant et je vais pouvoir comparer ici les scans et les maquettes. Donc, le premier outil, c'est un outil qui va me permettre de sélectionner une tolérance. Donc, par exemple, 5 centimètres. Et là, ce que je vois, c'est donc les scans colorisés avec les écarts par rapport à la maquette. Tout ce qui est dans le plus ou moins 5 centimètres est vert, tout ce qui est en dehors est rouge. Je vais pouvoir aussi avoir une version dégradée, donc -5 c'est en bleu, plus 5 c'est en rouge, et quand c'est aligné, c'est vert. Donc là, je vais aussi pouvoir basculer dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, je vois la maquette colorisée par rapport aux écarts du scan. Donc soit le scan, soit la maquette. Et là, ça va me permettre de comprendre, en tout cas d'identifier les endroits où j'ai des choses qui ne sont pas forcément alignées. Mais pour mieux comprendre, on a un deuxième outil de contrôle visuel qui va nous permettre de jouer avec la transparence. Alors là, comme on était en noir et blanc et la maquette est en gris, je vais pouvoir mettre une couleur. Par exemple, pour le scan, je vais mettre tous les scans en vert et je vais garder la couleur grise pour pour la maquette. Là, on commence déjà à voir un peu mieux ce qui se passe, mais on va pouvoir jouer sur la transparence. Et si je reviens ici au pied, par exemple, on voit que le poteau est tout simplement pas aligné du tout, qu'on n'a pas de pied de poteau, de platine en pied de poteau, et qu'ici en haut, non seulement le poteau il n'est pas aligné, il n'y a pas de gousset à l'intérieur, mais en plus la poutre elle est plus basse. Donc je vais pouvoir de la même manière prendre des cotes, mais surtout je vais pouvoir annoter. Et c'est là où on va rentrer dans la partie collaboration. Donc on va pouvoir collaborer directement sur la plateforme. Donc, soit c'est une annotation qui est publique, tout le monde a accès et peut y répondre. Une annotation privée, je vais pouvoir l'assigner à quelqu'un, à une ou plusieurs personnes qui sont invitées dans le projet. Et puis, seules ces personnes-là la verront. Et puis, la question qui est finalement le format BCF. Donc là, ici, on va mettre où c'est, un titre. On va pouvoir ajouter des étiquettes pour les filtrer. On va pouvoir mettre une gravité, demander une date de réponse. Ici, décrire le problème, attacher une photo, attacher un PDF, voir un lien vers une vidéo et les assigner à une ou plusieurs personnes. Et on va générer la notation. Donc la notation, là, à tout moment, je vais pouvoir y répondre directement ici, sur la plateforme, ou la marquer comme résolue. Et la notation, si je repasse sur les données et que je re-rentre sur une autre position de scan, elle a gardé l'affichage
tel qu'il était au moment où j'ai fait la notation. Et comme je vous disais qu'on avait aussi la possibilité d'échanger vers d'autres plateformes, on va pouvoir faire des rapports. Donc, en l'occurrence, je vais passer dans le mode rapport. Ici, j'ai une annotation. Si j'en ai plusieurs séparés, je vais pouvoir les filtrer. Je vais pouvoir filtrer par utilisateur, par étiquette ou par nom. Donc, ici, dans le rapport, je peux réaccéder à la notation, mais surtout, je vais pouvoir l'exporter en PDF. Et là, je vais avoir un rapport avec tout l'historique de la notation, les réponses. Et si je clique sur la vignette, je vais rouvrir le projet directement à l'endroit de la notation. Et je vais pouvoir y répondre ici. Je vais pouvoir exporter un BCF zip. Donc, si vous avez un plugin ensuite qui lit les BCF zip dans Revit ou les autres logiciels, ou alors, comme je vous le disais, en termes d'intégration, je vais pouvoir les envoyer vers New Format Connect, donc anciennement BIMTrack. Et là, c'est dans les deux sens. Donc, on va envoyer ou recevoir les annotations depuis New Format Connect. Vers le projet Autodesk Construction Cloud, on va pouvoir, on va pouvoir donc les envoyer vers Autodesk ou vers Procore. Et là, je vais passer rapidement, parce qu'on est légèrement en retard, au dernier projet. Là, c'était pour vous montrer plus la partie exploitation, finalement, maintenance. Deux choses avant l'exploitation maintenant, c'est les tags. Ici, on est dans un projet plutôt industriel et la maquette qu'on a, ce n'est pas une maquette de l'existant, mais c'est une nouvelle installation à l'intérieur de l'existant pour montrer que vous n'êtes pas obligé de remodéliser finalement l'ensemble de l'existant, mais vous pouvez tout à fait venir regarder ce qui se passe avec cette maquette ici de l'existant, avec des clashs, bien sûr, encore une fois, avec le maillage, et je vais pouvoir prendre des cotes entre mes scans et mes maquettes de la même manière et émettre des annotations et collaborer. Donc là, je vais repasser juste en mode RVB et je vais vous montrer l'asset tagging and display. Donc ici, on va avoir donc des listes d'équipements. Et en fait, on a identifié ici plusieurs équipements auxquels on peut rattacher jusqu'à 20 métadonnées. Donc, ces métadonnées peuvent être des informations de marque, etc., voire des liens vers de la documentation, de la maintenance. Donc, la manière de créer ces tags, il y a trois manières. Donc, soit manuellement, soit avec une liste, en apportant une liste CSV, soit en utilisant l'intelligence artificielle. On a entraîné une intelligence artificielle et vous allez pouvoir reconnaître un certain nombre d'objets. On continue d'en rajouter régulièrement. Donc là, comme des armoires électriques, des brides, des filtres, des vannes. Et le résultat d'une détection, ça va être une liste de ce type-là. On va avoir un pourcentage en disant que là, il a reconnu des armoires électriques. Est-ce que j'ai... Je vais avoir d'autres listes qui traînent. Et l'idée, là encore, si je reviens sur celle-ci, voilà. Là, par exemple, il a détecté une vanne quart de tour. Là, c'est un manomètre à 85%. Et donc, à la fin, l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir dire cet objet-là, c'est tel ID, et je vais pouvoir faire des liens. Là, en l'occurrence, vers une documentation qui était sur une page Internet, mais ça peut tout à fait être votre
logiciel de documentation, logiciel de maintenance pour avoir les bons de travaux, et ainsi contribuer à la partie visuelle du jumeau numérique. Donc voilà pour moi. Désolé, ça a été un peu rapide. Donc je vais redonner la main à Simon. Merci Joe, Carlos, merci Vincent pour vos présentations. Nous, av- nous avons eu quelques questions dans l'onglet questions et on a très peu de temps. Donc, je vous invite à reprocher à Vincent ou l'équipe commerciale de Ceinture directement après ce webinaire. Euh, le replay sera disponible à partir de demain sur le canal YouTube de Ceinture et je vais mettre ça dans le chat. Là, je vous remercie pour votre participation en tout cas et très rapidement à répondre à vos questions. Merci.